Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Cinéma d'animation. Dirigé par Sébastien Roffa. Mobile, indécis, turbulent, rétif à la définition, le film d'animation ne se laisse pas facilement appréhender. La tentative de définition lui est quelque peu chimérique, tant la diversité de ses formes, de ses techniques et de ses ambitions contraint à une définition ouverte. Le terme même de film d'animation couvre un éventail si large de pratiques artistiques et techniques qu'il ne saurait désigner un ensemble homogène du point de vue esthétique. La collection Cinéma d'animation se veut le chantre de cette incroyable diversité. Déjà paru. Jérôme Dutel, adaptation littéraire et court-métrage d'animation, Au milieu de l'image coulent les textes, 2020. Emmanuel Trouillard, Hayao Miyazaki et l'acte créateur, faire jaillir le monde dessiné en soi, 2019. Pascal Vimenet, un abécédaire de la fantasmagorie, Tempo ritardando, 2018. Pascal Vimenet, un abécédaire de la fantasmagorie, Variation, 2017. Samuel Kaczorowski, capter le moment fuyant, Osamu Tezuka et l'invention de l'animation télévisée, 2017. Pascal Vimenet, un abécédaire de la fantasmagorie, suite, 2016. Sous la direction de Patrick Barr et Serge Verny, les expériences du dessin dans le cinéma d'animation, 2016. Sous la direction de Marie Pruvot-Delapre, l'animation japonaise en France, réception, diffusion, RE accent aigu appropriation, 2016. Merci encore pour ton fantastique travail. Tu me soulages d'un énorme sentiment de frustration que de voir tant de vérité dissimulée. Marly Leroy, de janvier 2015. Lettre de Jacques Thévenet, 1927 à 2015. Directeur technique sur La Bergère et le Ramoneur à Sébastien Roffa. Introduction. Chapitre 1. 1942 à 1946. Allons, allons, petit, petit, vive la liberté. Chapitre 2. 1946 à 1950. L'âne, le roi et moi. Nous serons morts demain. Chapitre 3. 1950 à 1952. Dormez, dormez, petits oiseaux. Chapitre 4. 1952 à 1953. Le monde est une merveille, il y a le jour et la nuit. Chapitre 5. 1953 à 1959. Toujours l'amour. Chapitre 6. Et après. Nous n'avons jamais le soleil. Conclusion. Ne pleurez pas, bergère. Introduction. C'est l'histoire d'un film mythique mais invisible. C'est l'histoire d'une mémoire confisquée. C'est l'histoire de l'un des plus grands péchés d'orgueil. De l'histoire du cinéma français. C'est l'histoire d'une fantastique aventure humaine et industrielle. Et artistique. C'est l'histoire d'amitié qui se déchire pour toujours. C'est un échec financier, un succès artistique avorté. C'est un procès des procès. Une équipe qui se déchire. Une aventure qui se termine. C'est terminé. Tout est terminé. Ambition démesurée. Sabotage. Rivalité. Détestation. Incompétence. Incompatibilité d'humeur. Opinions divergentes. Divergence d'opinion. Ça a fermé pour toujours. Le petit château se tait. Les dessins se sont envolés de leurs feuilles blanches. Une bergère. Un ramoneur. De rien du tout. Cette histoire est véridique. Parfaitement véridique. C'est l'oiseau qui l'a dit. Et le roi. Misérable. Combien de fois m'a-t-on demandé avec une pointe de reproche pourquoi je laissais la bergère et le ramoneur dans une boîte, et ne voulais pas le ressortir. C'est très simple. Ce qu'il y a de meilleur dans la bergère et le ramoneur, on le retrouve dans le roi et l'oiseau. C'est ce que nous avons fait jusqu'en 1950. Et comme je ne veux pas que le reste me soit attribué, je préfère laisser le film dans sa boîte. C'est mon film après tout. Paul Grimaud. Étudier la bergère et le ramoneur, c'est s'attaquer à un mythe du cinéma d'animation, voire du cinéma tout court. Ce film, sorti en 1953 en France, a fait couler beaucoup d'encre.
Il fait partie de ces films dont on parle beaucoup, mais que finalement peu de personnes ont vu dans leur version d'origine. Un autre long métrage d'animation peut lui être comparé. The Thief and the Cobbler de Richard Williams. La comparaison se fait au niveau de la durée de production supposée. Paul Grimaud, le réalisateur de La Bergère et le Ramoneur, considère que la véritable version de son film est celle de 1980 sortie sous le titre Le Roi et l'Oiseau, soit une durée de production théorique de 38 ans, 1942 à 1980. Richard Williams a commencé The Thief and the Cobbler en 1964 et a terminé tant bien que mal, et bien malgré lui, en 1993, soit une durée de production de 29 ans, durée intermittente là aussi. Les films de Paul Grimaud et de Richard Williams ont également pour point commun d'être sortis dans une version désavouée par leurs auteurs respectifs. La grande différence est que Grimaud a pu tourner un nouveau film en réutilisant de larges extraits de la première version, alors que pour Richard Williams il n'existe qu'une version officielle sortie en 1993 en Afrique du Sud et en 1994 en Australie sous le titre The Princess and the Cobbler, puis en 1995 aux États-Unis et au Canada sous le titre Arabian Night. C'est en 2006 qu'un fan poste sur le net The Recobbled Cut, la version du film arrêtée en mai 1992 avant que Richard Williams ne soit évincé de son film. En 2013 à 2015, Williams présente lui-même une version relativement proche intitulée The Thief and the Cobbler, A Moment in Time. En 2015, le magazine Première évoquant le film de Richard Williams écrit « Le voleur et le cordonnier pourraient bien s'envisager comme l'un des plus beaux péchés d'orgueil jamais commis. » Cette belle expression s'applique également, à mon sens, au film de Paul Grimaud. Et si j'ai donné pour titre à ce livre Chronique d'un désastre annoncé, c'est qu'il me semble que dès le départ La Bergère et le Ramoneur est condamné à échouer. Paul Grimaud s'engage en toute connaissance de cause aux côtés de Jacques Prévert dans une aventure tragique de plus de 10 ans. Depuis des années, je travaille à ce projet de livre et j'ai lu de nombreuses contre-vérités à propos du film La Bergère et le Ramoneur. Paul Grimaud et Jacques Prévert se sont beaucoup étendus sur le sujet, empêchant le producteur André Sarrume et surtout l'équipe de s'exprimer librement. Les articles et les ouvrages parus sont généralement très orientés et penchent presque toujours du côté du réalisateur. Mais n'en est-il pas toujours ainsi au cinéma où le producteur a toujours le mauvais rôle, forcément ? Ce livre ne prétend pas détenir la vérité, mais propose au lecteur une version différente de la doxa habituelle. Chacun se fera son opinion. Au moins, certains protagonistes du film ont pu s'exprimer dans les pages qui vont suivre pour la première fois. La plupart sont malheureusement aujourd'hui décédés, car il m'aura fallu à moi aussi bien du temps pour aboutir, près de 20 ans. Et c'est là mon principal regret. Pour reprendre le distinguo créé par Roland Barthes entre écrivain et écrivant, Jean-Pierre Azéma usait en 1992 du néologisme des ' historiens, pour qualifier ceux qui ne sont pas historiens professionnels, mais qui ont appuyé leurs travaux sur des archives au sens large du terme. En effet, si le dessin animé souffre de l'absence de travaux proprement historiques sur le sujet, il existe tout de même des histoires du dessin animé français, mais ce sont généralement de simples chroniques, dépourvues de tout système de référence scientifique aux sources utilisées. Elles doivent être tenues dans le cadre d'une recherche historique pour des sources, toujours utiles, parfois précieuses, mais parmi d'autres. Ainsi, il est impossible de négliger l'immense travail de Raymond Maillet dont la famille a légué à sa mort toutes ses archives à l'Association française du cinéma d'animation, AFCA. Pour autant, ces documents sont difficiles à manier car même s'ils ont été classés par réalisateur ou par pays producteur, les dossiers sont de valeur inégale et regroupent généralement seulement quelques coupures de presse, presque toujours non sourcées, et parfois des entretiens avec des réalisateurs. Rarement daté, il se résume à quelques notes prises à la volée. De plus, grand ami de Paul Grimaud, Maillet a une vision partiale et partielle du média, misant tout sur le cinéma d'auteur. Il a jeté aux oubliettes son producteur André Sarrume,
les archives de l'AFCA ne contiennent qu'un dossier avec 2 feuillets intitulé « André Sarrut », alors même que ce dernier a créé après-guerre la plus grande société de dessin animé publicitaire, la Comète. Dans le même esprit, peu de dossiers des archives de l'association s'intéressent aux productions télévisées de séries ou même à la publicité en général. Seul compte pour Maillet le cinéma d'auteur traditionnel et artisanal. Ainsi, dans ces archives existe-t-il seulement un tout petit dossier de seulement quelques feuillets consacrés à l'œuvre de Walt Disney. Les auteurs qui ont écrit sur La Bergère et le Ramoneur et sur Paul Grimaud de manière générale peuvent être classés comme historiens, dans le sens où jamais ils n'ont remis en cause la parole du bon Paul, n'ayant jamais pris l'initiative par exemple d'interroger le producteur de Grimaud, André Sarrut, avec lequel il a été en conflit. On se base uniquement sur le témoignage de Grimaud, forcément partial. Aucun recours à l'archive, judiciaire ou économique, ni contradiction. De manière générale, ces historiens accordent un prix démesuré à la parole du réalisateur-artiste opposé au producteur financier. Michael Barrier, dans How to be a Disney Historian, reproche aux auteurs patentés de rester dans une approche qu'il qualifie de Disney's Approved Narrative, c'est-à-dire qu'on écrit ce que la firme Disney veut bien qu'on écrive pour être publié avec des illustrations ou pour avoir le droit de fréquenter les archives de l'entreprise fermées aux autres chercheurs. Il faut rester dans la ligne fixée par la Walt Disney Company. Avec Paul Grimaud, on a parfois un peu le même sentiment. La force des Gémeaux réside dans ce que j'appelle une filière protestante du dessin animé pour son financement, et une nébuleuse du crime de Monsieur Lange pour tout le côté artistique. Il est important de rappeler quelques données préalables. Tout d'abord que la mention de la religion protestante dans le cinéma n'est guère répandue. Cette filière protestante, dans le dessin animé français, ne s'inscrit pas à proprement parler dans les films, mais plutôt dans leur mode de financement. Le producteur André Sarrut est protestant, et il a mobilisé tout son capital social pour trouver les financements nécessaires. André Sarrut. Ce nom ne vous dit probablement rien ou pas grand-chose. Je dois bien avouer qu'à moi non plus. Enfin, pendant longtemps. Ce n'est qu'en 2001, lorsque j'ai commencé à travailler sur le dessin animé français sous l'occupation, que ce nom m'est apparu. J'étudiais alors le riche fonds du Crédit National conservé à la Bibliothèque du film, Cinémathèque française, aujourd'hui à Bercy. J'épluchais plus particulièrement les dossiers relatifs à la société de dessin animé fondée par André Sarrut et Paul Grimaud en 1936, les Gémeaux. Et l'ensemble des courriers échangés par cette société et ses interlocuteurs n'étaient pas signés Paul Grimaud, mais André Sarrut, le cofondateur et surtout gérant de la société. Je m'interrogeais bientôt. Le rôle de Sarrut se limitait-il à la gestion des affaires courantes de la société ou avait-il un rôle plus important ? Était-il un simple administrateur, pourvoyeur de fonds, mécène de Paul Grimaud ? Mes premières recherches biographiques concernant André Sarrut se révélèrent très décevantes. La seule information trouvée, à part des anecdotes dans des articles très épars, provenait du livre de Marie-Thérèse Poncet, Dessin animé, Art mondial, publié par le Cercle du Livre en 1956, dans lequel 3 pages lui étaient consacrées. Surtout, le nom d'André Sarrut était lié à l'affaire de La Bergère et le Ramoneur. De quoi s'agit-il ? D'après les versions officielles, ce devait être le premier dessin animé de long-métrage français, mais devant le retard pris par la production, André Sarrut accusa Paul Grimaud et Jacques Prévert de dilettantisme, ou de perfectionnisme excessif, c'est selon, exigea de larges coupures et même la suppression de certaines scènes. Sarrut emporta à Londres tout le travail effectué jusque-là à Paris, et termina le film avec une tierce personne. Après avoir usé de manœuvres dilatoires et d'affirmations inexactes, Sarrut présenta au Festival de Venise le film amputé, modifié, coupé, qui remporta un prix. Terminé en Angleterre selon la volonté de Sarrut et malgré les protestations puis les procès de Grimaud et Prévert jusqu'en cour de cassation, La Bergère et le Ramoneur sortit à Paris en 1953. Grimaud écrit dans sa biographie Traits de mémoire : « Privé de mon équipe en partie licenciée, je n'ai pas la possibilité d'achever mon film. En 1950, je suis licencié à mon tour des Gémeaux avec mes principaux collaborateurs. Le film s'arrête. Il réapparaîtra 3 ans plus tard, coupé, mal monté, défiguré,
avec des scènes arrangées au goût du producteur mais avec suffisamment de beaux restes pour expliquer le prix qui lui sera décerné à la Biennale de Venise en 1952. Dépossédé de mon film et de l'organisation que j'ai créée, je trouve un refuge provisoire offert par Henri Langlois à la Cinémathèque française, avenue de Messine. Obtenant finalement gain de cause, Grimaud monte et rallonge son film qui sort en 1980 sous le titre Le Roi et l'Oiseau. Le film tel que Prévert l'avait imaginé et tel que Grimaud l'avait conçu remporte le prix Louis Deluc. André Sarru est présenté encore aujourd'hui comme un financier requin, incapable de comprendre quoi que ce soit à l'art. Voilà pour la version officielle, qui a cours depuis 1950 et que tout le monde reprend. Oui, mais voilà. Les faits sont parfois têtus et les informations que je récolte depuis des années dans les archives ne corroborent pas totalement cette interprétation des faits. L'enseignant-chercheur Dominique Bougerolles aura la même impression lorsqu'il dépouillera les archives judiciaires de ce long feuilleton jurisprudentiel. Si l'on en croit les faits tels qu'ils sont relatés par les différentes juridictions saisies, dont il faut cependant préciser qu'ils ne recoupent pas les souvenirs exprimés par Paul Grimaud dans son autobiographie ou dans les propos tenus lors d'interviews. Il est vrai que le père du Roi et l'Oiseau, de la Bergère et le Ramoneur, du Petit Soldat ou de l'Épouvantail est l'une des figures marquantes du cinéma d'animation français, à l'égal, mais bien plus célébré d'Émile Cole. En 1956, Grimaud est membre du jury du Festival de Cannes. En 1957, il fait partie du bureau de l'Association des artistes et amis du cinéma d'animation, ACA, aux côtés d'Henri Gruel et d'Arcadie. Il est ensuite président de l'Association française du cinéma d'animation, de 1971 à 1975. En 1980 se tient l'exposition Paul Grimaud. La carrière d'un poète, au musée-galerie du Ceita. En 1985, Grimaud est l'invité d'honneur du Festival national du cinéma d'animation de Marly-le-Roi puis président du Festival international du dessin animé à Hiroshima. Il a également été célébré lors d'une édition du Festival d'Annecy. Paul Grimaud est commandeur des arts et des lettres. Il a obtenu le prix Louis Deluc 1979 pour Le Roi et l'Oiseau, le prix des graphistes en 1981, le prix du cinéma par la SACD la même année, un hommage pour l'ensemble de son œuvre par la SACD en 1988, il a reçu, en même temps que Bernard Blier, un César d'honneur du cinéma français en 1989, un prix spécial par L', Association internationale du film d'animation en 1991. Il a fait l'objet d'une exposition au Palais de Tokyo la même année, d'un nouvel hommage lors du Festival d'Annecy, d'une entrée dans le Larousse, d'une commémoration lors de la 54e rencontre internationale du cinéma de Pontarlier en 1999, de documentaires, d'articles, de livres, d'hommages divers et variés à L', Institut franco-japonais de Tokyo et Yokohama, au Forum des images à Paris, dans le Val d'Oise en 2006, à l'abbaye de Fontevraud sous le titre « Monde et merveilles du dessin animé », Grimaud Takahata Miyazaki, en 2008. Son long-métrage La Bergère et le Ramoneur est considéré comme une référence pour le célèbre studio d'animation japonais Ghibli. Paul Grimaud possède à son nom une place à Cernay-la-Ville, Yvelines, une esplanade à Annecy, Haute-Savoie, une école maternelle à Quimper, Finistère, une rue à Bouguenais, Loire-Atlantique et à Pontarlier, Doubs, un cinéma à Aubergenville, Yvelines, un square à Paris dans le 13e arrondissement. Ses dessins animés sont au programme d'école et cinéma. Le Roi et l'Oiseau restauré par Studio Canal en 2003 fait partie des films phares du cinéma français. En 2013, le film bénéficie d'une seconde restauration et d'une nouvelle édition en DVD. Le 15 septembre 2001, le square de la Fontaine à Mulard à Paris dans le 13e arrondissement dont on accède par la rue Bobillot, à 2 pas du studio où Grimaud réalise ses films, prend le nom de Paul Grimaud. Bertrand Delanoë, maire de Paris et Serge Blisco, maire du 13e arrondissement, sont présents. Lors de la cérémonie, la veuve de Paul Grimaud, Paulette, lit un petit texte que Jean-Pierre Paliano avait consacré au réalisateur lors de son décès en 1994. Il avait connu Georges Méliès et Max Linder, Derain et Picasso. Il avait travaillé avec Wiener et Cosma, avec Jean Orange et Jacques Prévert. Il était dans le monde de l'animation, le dernier survivant de la génération des grands maîtres et représentait en France la conscience du dessin animé.
Chef de file de l'école française, il ne donnait pas de leçons mais des conseils, laissant chacun trouver sa propre voie. La porte de son petit studio était généreusement ouverte, et toutes les futures vedettes de l'image par image y sont venues faire leur premier essai. Pierre Tchernia a ensuite évoqué la ténacité de Paul Grimaud, son sens de l'amitié, son talent et s'est réjoui que ce soit un jardin, avec des enfants qui jouent, qui en conservent la mémoire. Le soir, une projection du Roi et l'Oiseau a lieu en plein air. Avec les années, Paul Grimaud est devenu l'icône du cinéma d'animation français, une figure du dessin animé hexagonal voire mondial, le poète du dessin animé français. Et comme toutes les légendes, elles sont souvent entachées de mystères, de zones d'ombre, de mensonges parfois. L'histoire est de peu de poids devant certaines légendes. Quant aux informations concernant André Sarrut, elles sont lacunaires ou inexactes. En laissant de côté les livres et articles, je ne prends que 2 exemples. En 2004, une mention spéciale du prix DVD du Festival de Cannes est attribuée au Roi et l'Oiseau. Tristan Dula de Studio Canal Vidéo, qui a financé la restauration du film, remercie le jury. Je suis très heureux car Le Roi et l'Oiseau est une œuvre unique, fondamentale dans l'animation française, très influente au niveau international pour des artistes comme Miyazaki. Ce qui est quelque peu gênant dans ce coffret, c'est l'absence de points de vue contradictoires. En effet, les 2 documentaires proposés contiennent des omissions et accusations douteuses. André Sarrut n'y est présenté que comme directeur administratif. On y dénonce la confiscation de La Bergère et le Ramoneur par Sarrut comme une dépossession insupportable, liée à des accusations de perfectionnisme infondées. Grimaud se présente comme une victime n'ayant aucune part de responsabilité dans l'échec du film. Les spectateurs sont manipulés. Ainsi, les films de Paul Grimaud présentés dans l'anthologie La Table Tournante, Jacques Demy, 1988, ne présentent-ils pas les génériques et ne rendent-ils pas hommage aux dizaines de collaborateurs des Gémeaux? C'est comme si les courts-métrages n'étaient que du seul fait de Paul Grimaud. Ce déguisement de la réalité est d'autant plus aisé que Grimaud et Prévert sont des icônes de la France. La production, et par là, André Sarrut, est considérée comme porteuse d'un péché originel, car de par sa nature même, corrompue par des considérations mercantiles. Par pudeur, André Sarrut n'a jamais parlé dans la presse et a plutôt consacré son temps à la production de nouveaux films tandis que Grimaud et Prévert se sont largement épanchés. Jamais ils n'ont été contredits par le milieu du cinéma, politiquement très à gauche. Dans ses mémoires, Louis-Émile Gallet se souvient qu'Henri Langlois était un inconditionnel de Pierre et Jacques Prévert. S'agissant des frères Prévert, il eût été vain de demander à Langlois le moindre signe d'objectivité. La notoriété des principaux auteurs de La Bergère et le Ramoneur écrase la mémoire des équipes qui œuvrèrent au film. On a pu aussi reprocher à ce film un esprit très local, très Saint-Germain-des-Prés, d'où l'impossibilité de toucher un large public. Le respect dû à la mémoire de Grimaud et Prévert ne doit pas occulter le mérite d'André Sarrut et de tous ceux des Gémeaux qui ont voulu qu'advienne un cinéma d'animation français. 2e exemple. Le plus surprenant survient lorsqu'un article extrêmement bien détaillé paraît sur l'encyclopédie libre du net, Wikipédia, en 2006 et qui met en avant le rôle exact d'André Sarrut au sein des Gémeaux, disparaît subitement en 2008 quelques semaines avant l'hommage rendu à Grimaud à l'abbaye de Fontevraud. La famille du réalisateur semble avoir décrété que cet article n'était pas convenable, puisqu'avant sa suppression, elle avait indiqué que cet article n'était qu'un tissu de mensonges. Réapparu en 2010, l'article en question a à nouveau fait l'objet dans les discussions de Wikipédia de problèmes de neutralité. Je cite: la partie intitulée Bibliographie de cette page est une attaque directe envers Paul Grimaud et Jacques Prévert, à l'amertume certes triste mais néanmoins inutile, dont la neutralité est plus qu'hypothétique. Les propositions pour la neutralisation ont été de tout supprimer. De nos jours, l'article Wikipédia du Roi et l'Oiseau est certifié de qualité, par l'encyclopédie en ligne même s'il reprend la doxa habituelle. André Sarrut bénéficie d'une fiche très laconique tout comme l'entrée Les Gémeaux. On peut enfin établir un même parallèle avec la réécriture du livret École et cinéma concernant Le Roi et l'Oiseau. La version de Pascal Vimenet a été réécrite par Jean-Pierre Palliano sur l'injonction de la famille Grimaud. Enfin, je parle d'une nébuleuse du crime de Monsieur Lange, pour tout le côté artistique du studio des Gémeaux.
Ce film de Jean Renoir tourné à l'automne 1935, alors que les Gémeaux sera fondé en janvier 1936, regroupe un grand nombre de personnalités que l'on retrouve ensuite tout au long du parcours artistique du studio. Qu'on en juge. La musique est de Jean Vienner avec la collaboration technique de Roger Desormières. La chanson de Florel a été composée par Joseph Cosma, paroles de Prévert, et les dialogues sont de Jacques Prévert. C'est d'ailleurs sa seule collaboration avec Renoir. La direction technique est de Maurice Blondeau. Enfin, Paul Grimaud y tient un rôle de figurant, typographe dans l'imprimerie Batala, même s'il n'a pas de texte, on le voit à quelques reprises à l'écran. Le film contient de nombreuses références que l'on retrouvera également dans les dessins animés de Paul Grimaud. Le crime de Monsieur Lange parle d'autogestion, de coopérative, de communisme. La théâtralisation du film est très poussée et c'est sans doute le seul film où un assassin s'en va et n'est pas jugé. Un tribunal populaire l'acquitte à la fin. Jacques Prévert, poète, scénariste, copain de la rue du Château, un ancien du surréalisme dont il s'est éloigné en raison de Breton, anard monstrueux de gauche, reprend l'histoire de Renoir et Castagnier pour y mettre ses propres idées, mais comme le rappelle Noël Simsolo, historien du cinéma. Prévert est paresseux, Prévert il n'aime pas qu'on lui donne des ordres, il n'aime pas les horaires fixes alors Renoir l'enferme et il doit passer les pages sous la porte. Jean Renoir est fou de théâtre. On le voit dans ses grands mouvements d'appareil, que Grimaud utilise de la sorte dans ses dessins animés. Surtout parmi les acteurs du crime de Monsieur Lange, un grand nombre vient du groupe Octobre. AGIT Prop, Théâtre dans les usines, texte poétique et virulent. Jacques Brunius, Paul Grimaud, Max Morise, Marcel Duhamel, Guy Decomble ou Maurice Baquet. Renoir ne laisse pour autant aucune place à l'improvisation, tout est construit, tout comme le seront les dessins animés de Grimaud. Parmi les compagnons de route du Parti communiste on trouve alors Éluard, Picasso, Léger, Aragon, Barbus. Tous aspirent à donner du beau au peuple. Le studio de dessin animé des Gémeaux se tient dans cette stricte filiation. Pour l'historien, les archives sont lacunaires et les traces ténues pour étudier sereinement cette affaire de la Bergère et le ramoneur. À la fin de l'année 1954, la direction des Archives nationales, qui a déjà reçu des services de l'information les dossiers du service de la presse et de la censure pour la période 1939 à 1946, se préoccupe de reconstituer le fonds d'archives de l'ancien secrétariat général de l'information et de la propagande. Comme le Centre national de la cinématographie, CNC, a repris, à partir de 1947, les activités de la Direction générale de la cinématographie nationale en même temps que celles du Comité d'organisation de l'industrie cinématographique, COAC, puis de l'Office professionnel du cinéma, il est à présumer que les archives de ces organismes se trouvent conservées, au moins en partie, dans les services du Centre. Après recherche faite dans ces services, la direction du Centre national de la cinématographie fait verser aux Archives nationales un mètre cube environ de liasses de documents de la période 1941 à 1947 et une série complète des pelures de la correspondance au départ depuis le 1er avril 1942 jusqu'à la fin de décembre 1950, 111 liasses. Il semble que le reste des archives a été perdu au cours de manipulations diverses, ou détruit à la Libération. Ces archives, quoique très fragmentaires, sont importantes car elles se rapportent à des questions d'organisation générale, de budget, de contentieux et d'administration. La série F42 est ainsi constituée de 137 liasses de documents, dont 109 consacrés à la correspondance de la Direction générale de la cinématographie nationale. Ce pelurier de plusieurs dizaines de milliers de feuilles a subi des dégâts causés par l'œuvre du temps, médiocre qualité des supports, papier pelure et encre, et pénurie de papier sous l'occupation. Ce dépouillement systématique a été long et fastidieux, mais m'a permis de trouver environ 300 références aux dessins animés français notamment sous la plume de Louis-Émile Gallet. Le défaut de ces documents est lié à leur fonction même. Ce sont les pelures des lettres envoyées aux nombreux correspondants de la Direction générale. Il ne reste rien des courriers d'origine, qui portent souvent plus de détails que leurs pelures comme l'entête par exemple, ni de la correspondance reçue par le ministère. Autre défaut, il ne commence qu'en avril 1942. Ce pelurier a été néanmoins fondamental dans la constitution de sources totalement inédites. Seulement 3 codes sont consacrées au Comité d'organisation de l'industrie cinématographique, F42 112e, 113 et 114.
2 côtes ont été également précieuses. Il s'agit des archives des assurances risques de guerre en F42 115e et 116 pour les sinistres de certains dessins animés. La série F41 est consacrée au ministère de l'Information et se constitue de 2943 côtes. Il était bien entendu impossible de tout consulter. La cote F41 2675e contient le dossier des apostrophes, épuration de Louis-Émile Gallet, mais ce sont surtout les cotes F41 82e et 83 qui sont primordiales. Elles contiennent le courrier de la sous-direction de Paris et de la direction de Vichy, sur les contrôles techniques des prix et des marchés, notamment en ce qui concerne le cinéma, et donc aussi le dessin animé, et F41 369e contient tous les ordonnancements pour le financement des courts-métrages. La série Z6 conserve les dossiers de la Cour de justice du département de la Seine. Une autre source publique intéressante est les archives de Paris en PEROTIN, 901-64/1. Il s'agit du versement de la Direction des services de la guerre, sous-direction de la mobilisation civile et militaire. Comité régional interprofessionnel de l'épuration de la région parisienne. Ces 435 cotes contiennent les dossiers individuels concernant les personnes inculpées et amnistiées par la loi du 6 août 1953, les dossiers de la 16e section cinéma et 18e section industrie du spectacle, enfin les dossiers généraux du comité. Faute de dépouillement, les dossiers sont classés par ordre alphabétique mais il n'y a pas de liste générale. J'ai été obligé de consulter durant plusieurs mois une à une les 435 liasses de documents, plus d'une dizaine de dossiers à chaque fois, pour au final, trouver une petite quinzaine de personnes ayant travaillé dans le dessin animé. La source la plus précieuse de notre étude est constituée des archives du Crédit national, déposées à la Cinémathèque française. Si les dossiers de l'organisme financier chargé de gérer les prêts de l'État à la production cinématographique paraissent arides, ils sont néanmoins incroyablement documentés en ce qui concerne leur décision d'attribuer ou non un prêt, dans le suivi du remboursement, dans les interactions entre le Crédit national, l'État et les producteurs. Elles permettent d'aller au-delà de ce que la presse ou les témoignages peuvent nous offrir. Les faits sont têtus et les chiffres précis et les élucubrations de tel ou tel réalisateur durant des décennies voient son argumentation voler en éclats face à une comptabilité et un plan de financement et de remboursement certes pas forcément passionnants, et pourtant terriblement enrichissants. Mensonges, omissions, oubli, faute d'autres archives, seule la parole de ceux qui s'exprimaient faisait foi. Les archives du Crédit national ouvrent la voie à bien d'autres versions beaucoup moins fantaisistes. J'ai choisi par le biais de l'analyse détaillée de chaque dossier de m'intéresser aux acteurs, à leur rôle et à leur stratégie et à leurs interactions. Par l'étude des contrats, des rapports d'expertise, de la comptabilité, des courriers divers, des décisions d'attribution d'avance, il est possible de suivre pas à pas le cheminement de la production de La Bergère et le Ramoneur. La réalisation d'un film ne peut commencer qu'une fois la totalité du devis, par producteur et avance, déposé en banque. Les dossiers du Crédit national se présentent toujours sous la même forme. D'abord le scénario, ensuite 6 dossiers regroupant les rapports et décisions, A, les correspondances, B, la nationalité et capacité des emprunteurs, C, la situation active et passive, D, les garanties offertes, E, la réalisation du prêt et enfin le recouvrement. L'article 3 de la loi du 19 mai 1941 promulguée au Journal officiel du 3 juin 1941 institue le comité d'attribution des avances au cinéma pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre. Le Crédit national qui existe depuis 1919 est ainsi chargé de soutenir un nouveau secteur d'activité en difficulté, le cinéma. Pour autant, par rapport à l'ensemble des prêts, toute activité confondue, le cinéma ne représente que 37% du total en 1941, 11,3% en 1942 et 8,4% en 1947. Et l'établissement financier n'a, au départ, aucune spécialisation en matière de 7e art. Pour ce qui nous concerne plus spécifiquement, 16 dossiers du Crédit national conservés dans la collection des archives de la Cinémathèque française entourent le dessin animé, sur un total de 904 demandes d'avance. Ce qui est immédiatement remarquable pour la période de l'occupation, c'est que ces demandes émanent de seulement 2 producteurs.
René Rizacher pour Les Enfants du Ciel, Le couple insatiable et Cricri et Ludo. Tout le reste, c'est-à-dire 9 dossiers soit 75% des demandes, provient de la société Les Gémeaux. Si les archives du Crédit National offrent une description très complète de la situation financière et commerciale des sociétés et de leurs programmes d'investissement, le Fonds des archives économiques et financières de Savigny-le-Temple ne contient que quelques dossiers sur le cinéma et le Crédit National. Le matériel archivistique s'ordonne ainsi autour de 3 gisements. Les sources géostratégiques renseignent sur l'orientation des politiques publiques et sur la création des dispositifs de contrôle et de contrainte. Les sources administratives, provenant des organismes de tutelle. Les sources fonctionnelles, produites directement par les organisations et les individus, permettent d'apprécier la réception des directives ou de mesurer la gamme des conduites. Ce dernier gisement, pour le dessin animé français, est presque totalement inexploitable. Il n'existe aucun fonds d'archives des sociétés de dessin animé, et cela pour des raisons diverses. André Sarrut, qui souffrait à la fin de sa vie d'une maladie dégénérative, avait tenté d'écrire ses mémoires, mais il avait confié à son neveu « J'écris quelque chose le matin, et je jette tout le soir ». Mais que sont devenues les archives des Gémeaux, suite à la faillite de la société en 1958 ? Elles ont d'abord été transférées au siège de la Comète, la nouvelle société d'André Sarrut, mais après 1968, on en perd la trace. En prenant sa retraite, il aurait dit à son neveu « J'ai mis ça les archives là où plus personne ne pourra s'en servir ». Même Orson Welles, qui aurait voulu faire un documentaire sur les Gémeaux Sarrut, s'était vu recevoir cette réponse du principal intéressé « Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas ». Sarrut ne voulait pas qu'on fasse quelque chose sur son œuvre. Aussi sa veuve, Marthe Ripert-Sarrut, et ses 2 filles Corinne Sarrut et Dominique Bousquet, ne possèdent absolument aucun document relatif à ses activités professionnelles. Quant à l'accès aux archives de la famille Grimaud, il m'a été refusé, sous prétexte que ces dernières étaient privées et sans intérêt pour moi. Dans le domaine du dessin animé, 131 documents de Paul Grimaud sont catalogués à ce jour à la Cinémathèque française, issus des nombreux films publicitaires qu'il réalise entre les années 40 et 60, ainsi que pour ses courts-métrages comme L'Épouvantail 1943, Le voleur de paratonnerre 1944, Niglo Reporter 1945 ou La flûte magique 1946. Pour le long-métrage La bergère et le ramoneur, la collection est riche de dessins sur papier au crayon de couleur qu'il réalise avec Jacques Prévert, complété récemment grâce au British Film Institute, BFI, par 35 dessins sur cellulose peints à l'huile. Il ne faut pas non plus compter sur des documents artistiques originaux tels que les dessins, esquisses ou cellulose qui ont tous, ou presque, été détruits. Pour beaucoup d'artistes, les archives relatives aux dessins animés sont très encombrantes. Tout cela représente pour le moindre film des dizaines de milliers de documents à entreposer. De plus, la gouache sur les feuilles de cellulo ayant eu tendance à craqueler, elles ont donc été jetées. Les lettres d'engagement, les contrats, les budgets prévisionnels, les comptes des entreprises et des organismes de tutelle seraient des sources précieuses. Les archives des entreprises du secteur, quand elles existent, restent difficiles d'accès. Ce sont des archives privées qui ne relèvent pas d'obligations légales de conservation, qui appartiennent à des organisations à l'existence pas toujours pérenne, et bien souvent dans le cas du dessin animé elles appartiennent aux enfants et petits-enfants, et qui ne sont soumises à aucune obligation de communication pour les chercheurs. Toutefois, comme je l'ai dit, les archives d'entreprise ne sont pas les seules à nous renseigner sur l'activité des entreprises. Les relations permanentes qu'elles entretiennent avec de multiples institutions publiques, administrations diverses et privées, syndicats, organismes financiers, laissent nécessairement une trace dans les fonds d'archives, études, rapports ou correspondances. Mais ces archives externes ne remplacent pas les archives d'entreprise vues de l'intérieur. Les administrations de tutelle, le Crédit National ou les procès d'épuration ne représentent pas un potentiel archivistique considérable. Aussi a-t-il fallu chercher des sources de substitution, imprimés et archives externes d'un côté, témoignages de l'autre. La collecte d'archives externes a porté sur le rassemblement d'un corpus conséquent d'articles de presse évoquant la bergère et le ramoneur. Ma première démarche a été d'éplucher tous les dossiers conservés aux archives de l'Association française du cinéma d'animation. On y trouve de tout,
Parfois des surprises et des documents passionnants, mais souvent des photocopies d'articles de presse non sourcés et des échanges de lettres entre Raymond Maillet et des réalisateurs de dessins animés. Ces documents, malgré leurs lacunes, sont à considérer comme des sources potentielles qu'il faudra ensuite croiser avec d'autres documents. À la fois bibliophilique et documentaire, la collection Rondel de la Bibliothèque nationale de France, Art du spectacle, rapproche autour d'un spectacle ou d'un sujet, des ouvrages, des recueils factices d'articles de presse, des brochures et des programmes. L'inventaire manuscrit de la collection Rondel, 75 volumes, est organisé selon un classement systématique, le cinéma étant classé en cote RK. La documentation est internationale, des origines à 1934 environ. Un supplément à la collection Rondel, cote RSUP, regroupe principalement des recueils d'articles de presse et des programmes concernant des spectacles antérieurs à 1955. J'ai consulté 76 cotes, mais épluché les dizaines de milliers de pages des catalogues manuscrits pour les trouver car le fonds n'avait jamais été catalogué informatiquement. Pour me constituer un fonds d'archives documentaires, j'ai décidé de recopier intégralement tous les articles que je retrouvais. Je suis parvenu à rassembler ainsi un corpus de plus de 1000 articles de presse allant des années 30 aux années 50. L'avantage du fonds Rondel est qu'il est constitué d'articles provenant de nombreux périodiques généralistes, et qu'il aurait été impossible de les retrouver autrement. Le fonds Marie-Thérèse Poncet, conservé à la bibliothèque Raymond Chirat de l'Institut Lumière à Lyon, a été catalogué suite à ma venue. Constitué de plus de 600 pièces consacrées uniquement aux dessins animés, il s'est révélé ne pas être très intéressant. Le carton Gen 009 consacré à l'animation l'est plus. J'ai également pu consulter des articles de presse au Musée de la Publicité à Paris. Me reste à évoquer une dernière source, les témoignages. Ma méthode pour l'entretien est d'établir d'abord un questionnaire sommaire, puis je laisse filer la conversation et je rebondis sur ce que m'indique mon interlocuteur. Je confronte ensuite ces dires avec les autres témoignages et les autres sources écrites que j'ai pu rassembler. Je tente de les inclure ensuite dans le corps de mon texte comme citation lorsqu'il me semble que la remarque est pertinente, ou bien comme un tout dans la construction de ma réflexion générale. Par exemple, les liens entre sa rue et le milieu protestant ne me sont apparus qu'à la suite du témoignage de sa veuve. Cet aspect étant totalement absent des sources écrites disponibles. Mais qui interroger pour la période qui nous intéresse, sachant que j'ai commencé mes recherches en 2001? Le compositeur? Joseph Cosma a disparu en 1969. Le scénariste? Prévert nous a quittés en 1977. Le réalisateur? Paul Grimaud est décédé en 1994. Le producteur? André Sarru est mort en 1997. Le personnel ministériel? Louis-Émile Gallet est mort en 1997. Une solution serait donc de retrouver les héritiers, pour les interroger. En 2006, je demandais à Paulette Grimaud, la veuve de Paul, si André Sarru était décédé. Bien que je me doutasse plus ou moins de la réponse, elle me répondit que oui, mais elle savait que sa fille Corinne créait des vêtements à son nom. Après une rapide recherche sur l'annuaire, j'écrivais à Corinne Sarru. Ma lettre resta sans réponse. Occupée par d'autres activités, ce n'est qu'en décembre 2007 que je me décidai à écrire à nouveau, mais cette fois à une autre adresse. Le lendemain de Noël, Corinne Sarru me téléphone. Elle se déclare enchantée de ma lettre, veut bien me rencontrer et surtout me dit que la veuve d'André Sarru, Marthe alors âgée de 95 ans, est toujours en vie. Notre première rencontre a lieu en janvier 2008 à Paris. C'est le début d'un certain nombre de discussions entre Marthe Ripert-Sarru et moi-même. C'était la première fois qu'elle parlait de son mari, car c'était la première fois qu'on l'interrogeait. Surtout, un grand nombre de faits rapportés corroboraient ce que j'avais trouvé de mon côté dans les archives. Le neveu et la nièce d'André Sarru, Marie-Claire et Bernard Marchal, me furent également d'un grand secours pour reconstituer son histoire familiale. C'est également grâce à eux que j'ai pu rencontrer Nadège Brossolet, ancienne employée aux Gémeaux. Le jour de ma première rencontre avec Madame Sarru, Gilbert Dubrizet, un ancien des Gémeaux, était également présent. C'est par son intermédiaire que j'ai pu rencontrer d'autres employés, Philippe Landreau, Jacques Capot ou Jacques Thévenet et leurs épouses respectives. Par le biais d'une étudiante à l'université,
j'ai pu m'entretenir avec Lucette Simeis, traceuse. Enfin, une autre forme de témoignage, Madame Sarru m'a transmis un document audio d'un cours de son mari qu'il avait donné au CELSA en 1972 dans lequel il revenait sur son parcours. Jean Martin m'a également fourni des VHS des émissions télévisées Fantasmagorie du début des années 80, dans lesquelles il y a des entretiens avec Paul Grimaud, entretiens qu'ont également mené Jean-Pierre Berthomé et Jean-Pierre Palliano et que l'on retrouve dans les bonus DVD du Roi et l'Oiseau. Dans l'histoire du dessin animé français entre 1936 et 1940, une politique culturelle d'État, puis dans Histoire politique et économique du dessin animé français sous l'occupation, 1940 à 1944, un âge d'or, et enfin dans Esthétique et réception du dessin animé français sous l'occupation, l'émergence d'une école française. Tous trois parus chez l'Harmattan, j'ai retracé l'aventure des Gémeaux, société fondée par Paul Grimaud et André Sarru en 1936. Tous les enjeux passés y sont retracés avec force détail, et le lecteur s'y reportera s'il veut mieux comprendre l'histoire du studio avant son passage au long métrage. Ce quatrième et dernier volume intitulé La bergère et le ramoneur de Paul Grimaud et Jacques Prévert, chronique d'un désastre annoncé à bord de la dernière partie de l'existence de ce studio mythique. En effet, ce film qui se voulait être le premier long métrage de dessins animés français, accumule les difficultés si bien que la production dure près de 10 ans, de 1942 à 1953, et s'achève par de retentissants procès opposant le réalisateur Paul Grimaud et le scénariste Jacques Prévert au producteur André Sarru. Lors de sa sortie en salle, dans une version désavouée par ses auteurs, La bergère et le ramoneur ne rencontre pas le succès escompté et provoque la faillite des Gémeaux. C'est la fin des illusions pour tous ceux qui ont participé à la production du film. Pour la première fois, à l'aide d'archives et de témoignages souvent inédits, découvrez les coulisses de la réalisation d'un film hors du commun qui deviendra plus tard Le Roi et l'Oiseau. L'histoire de la production de La bergère et le ramoneur, 1953, est partagée en 6 chapitres comme autant de chansons qui parsèment le film. Les années 1942 à 1946 correspondant à la pré-production évoquent le tournage d'autres courts-métrages, dont Le Petit Soldat, qui prépare l'équipe au passage au long-métrage. Les années 1946 à 1950 correspondent à la production concrète du film et aux difficultés afférentes. Les années 1950 à 1952 correspondent à la rupture entre Grimaud et Sarru. Les années 1952 à 1953 à la sortie du film et aux divers procès opposant le réalisateur et le scénariste au producteur. Les années 1953 à 1959 à la carrière du film à l'international et à la suite du feuilleton jurisprudentiel. Enfin, le dernier chapitre évoque ce que sont devenus André Sarru et Paul Grimaud après la sortie du film. Chapitre 1. 1942 à 1946. Allons, allons petit petit vite, 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 allons petit petit vite, 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 vol, 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 vol vers ton gîte, vol, 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 vol vers ton nid. Allons petit petit, allons, allons rejoins ton nid. Ohé. Vive la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Liberté? Cette chanson composée par Jacques Prévert et Joseph Cosma est la première que nous entendons dans La bergère et le ramoneur. Ces derniers se sont rencontrés dans les années 30, au hasard des antichambres des studios cinématographiques. Cosma se souvient : j'ai cherché un vrai poète pour écrire des chansons, un peu en marge de la production courante. Et j'ai rencontré Prévert. J'ai mis en musique les poèmes de Jacques Prévert sans changer une virgule. Ce n'était pas chose facile, mais mon enthousiasme pour sa poésie m'a aidé à surmonter maints obstacles techniques. Pour le style de ces chansons, je les ai voulues atemporelles, c'est-à-dire si possible indépendantes de la mode du moment. Dans un autre entretien, Cosma poursuit : je n'ai jamais pu me rendre indépendant des styles de film, des sujets, et la réussite ou l'échec de la partition dépendait énormément des sujets eux-mêmes. C'est curieux, avec Jacques Prévert, je me suis senti absolument à l'aise et aussi bien inspiré par la musique de ses films que lorsque j'ai mis en musique ses poèmes. Cette première chanson a disparu du Roi et l'Oiseau, mais elle contient finalement toute l'ironie de l'histoire. Le chef de la police se sert de son index et de son majeur comme branche d'un diapason. Le chœur des courtisans, des gardes, des rabatteurs et des valets entame alors cette étrange chanson afin de faire sortir l'oiseau de sa cage pour que le roi puisse enfin lui tirer dessus. Sans succès.
Le chef de la police secoue alors avec rage la cage pour faire sortir le petit oiseau. Louchant, le roi lui tire dessus mais le rate. Étrange hymne à la liberté que cette antiphrase ironique, puisque la liberté consiste justement à rester enfermé en sécurité dans la cage en attendant la vraie délivrance de l'oiseau. Cette chanson reflète les ambiguïtés de l'époque durant laquelle a été pensée et conçue La Bergère et le Ramoneur, entre l'occupation et la libération puis dans un immédiat après-guerre plein d'incertitudes. Ce premier chapitre couvre les années 1942 à 1946, année de la genèse cinématographique de ce qui devait être le premier dessin animé de long-métrage français en couleur. Il revient aussi sur la production du Petit Soldat qui marque à n'en pas douter une date importante pour les Gémeaux. Jacques Prévert en est le scénariste, Joseph Cosma le compositeur, Paul Grimaud le réalisateur, André Sarru le producteur. La production du film elle-même est un symbole. Entrepris sous l'occupation, le scénario est complètement refondu par Prévert après la guerre et devient un hymne à la liberté. Enfin, le film est terminé dans les nouveaux studios de Neuilly-sur-Seine après le déménagement de l'équipe des Gémeaux au sommet de son art. Le Petit Soldat est salué par la critique. Il reçoit de nombreux prix et connaît un important succès commercial. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. La Bergère et le Ramoneur doit marquer l'apogée de la carrière de Grimaud et de Sarru, et la reconnaissance de la talentueuse équipe des Gémeaux. Un immédiat après-guerre plein de promesses. Le 25 septembre 1944, L'Épouvantail et le voleur de paratonnerre sont présentés à la presse en copie noir et blanc, et la flûte magique provisoirement intitulée La Flûte enchantée est projetée dans une version encore inachevée. Les critiques se montrent séduits. Marie Portal dans L'Homme libre écrit à propos de ce dernier film: on devine déjà une perfection de dessin et de trame égale à celle des productions d'outre-Atlantique les plus appréciées. Ce soir commente: les nouvelles bandes de dessins animés que préparent les Gémeaux promettent des films d'une inspiration poétique tout à fait nouvelle. Les dessins de Grimaud, par l'importance donnée à l'atmosphère et au décor, se dégagent complètement de l'influence américaine. Dans La Flûte enchantée en particulier, la qualité de la musique, la perfection du dessin et la fantaisie de l'invention ont vivement frappé par leur caractère purement français quelques cinéastes anglais qui assistaient à la projection. Ainsi, les courts-métrages des Gémeaux produits sous l'occupation connaissent-ils une belle carrière après-guerre après avoir été tirés en Technicolor à Londres. Durant la Seconde Guerre mondiale, Le Marchand de notes et Les Passagers de la Grande Ourse ont été tournés sur Agfacolor. L'Épouvantail et le voleur de paratonnerre ont été tournés sur une pellicule panchromatique noir et blanc, puis développés en noir et blanc à Paris. Le vrai tirage couleur s'effectue à Londres pour ces deux films mais également les deux suivants, La Flûte magique et Le Petit Soldat. Le nouveau ministre de l'Information soutient, tout comme Louis-Émile Gallet en son temps, la société. En raison de l'intérêt qui s'attache à favoriser la production de dessins animés et la qualité particulière des œuvres de M. Grimaud, j'appuie la demande de ce dernier et je vous serai obligé de bien vouloir l'examiner favorablement. Tous les courts-métrages des Gémeaux continuent de recevoir des avances remboursables. Le 1er septembre 1945, le ministère de l'Information verse 320 000 francs pour La Flûte magique, 175 000 francs pour Le Soldat de plomb, futur Le Petit Soldat, et encore 1 220 000 francs pour Niglo reporté. Même chose pour l'attribution de contingents de pellicules nécessaires au tirage de 6 copies pour Les Passagers de la Grande Ourse, L'Épouvantail et le voleur de paratonnerre. Ces copies sont destinées à être projetées dans la zone d'occupation française en Allemagne. Le 2 novembre 1945, Sarru demande l'autorisation d'aller au Danemark pour discuter de la constitution éventuelle d'une fédération européenne du dessin animé qui regrouperait la France, le Danemark, la Tchécoslovaquie et peut-être les Pays-Bas afin de mutualiser les forces pour la réalisation du premier long-métrage des Gémeaux. En juillet 1946, Sarru sollicite l'autorisation de se rendre en Italie, où il doit prendre contact avec les milieux cinématographiques italiens pour la vente dans ce pays d'un certain nombre de films français et pour étudier les possibilités d'une coproduction. Ces discussions n'aboutissent à rien de concret. En 1946, le voleur de paratonnerre reçoit le premier Grand Prix international du dessin animé au Festival de Venise alors que l'Épouvantail reçoit le deuxième Grand Prix.
L'année suivante, La Flûte magique est le seul dessin animé français présenté au Festival de Cannes 1947. En 1948, Le Petit Soldat reçoit le prix international du meilleur dessin animé au Festival de Venise, ex aequo avec le studio Walt Disney ainsi que de nombreux prix internationaux, par exemple au Festival de Rio de Janeiro et de Prague en 1950. Tous les projets prévus ne peuvent cependant aboutir. Pour Niglo Reporter ou La Machine à explorer le temps, l'écrivain et scénariste Jean Ferry participe à l'écriture du scénario avec Paul Grimaud. Le contrat entre les Gémeaux et le Crédit National est signé le 1er février 1944 pour une avance de 500 000 francs. Le 3 juin 1944, le titre de Niglo Reporter est inscrit au registre public. Le 5 décembre 1944, le comité d'attribution des avances à l'industrie cinématographique accorde 500 000 francs pour Le Soldat de plomb et 750 000 francs pour La Machine à remonter le temps, ou Niglo Reporter. Mais une note du 3 décembre 1944 précise: actuellement la production de ces deux films est arrêtée, sinistre déclaré au risque de guerre le 17 août 1944. Lors de la reprise, vers les premiers mois de janvier 1945, les assurances seront réajustées en fonction des dépenses engagées. De plus, le comité d'attribution des avances à l'industrie cinématographique réuni au Crédit National ne consent plus qu'une avance de 500 000 francs pour La Machine à remonter le temps sous réserve du remboursement préalable de l'avance de 350 000 francs consentie pour l'épouvantail. Philippe Landreau se souvient de l'ambiance particulière de cette après-guerre. André Sarru se donnait beaucoup de mal, mais nous n'étions pas souvent payés. On ne travaillait pas beaucoup non plus. La Romerie martiniquaise, boulevard Saint-Germain, nous voyait de plus en plus. De là, Paul Grimaud, Landreau et quelques autres allaient dîner rue de la Sœur Rosalie où Paul prenait sa guitare et nous régalait de refrains western et parfois d'un intermède plutôt classique. Malgré une bonne carrure, il avait la main légère. L'idée d'adapter L'intrépide soldat de plomb, 1838, de Hans Christian Andersen date de l'été 1943. Un premier scénario signé Paul Grimaud est en effet daté du 23 août. Il suit de près la trame du conte danois. Le devis de production s'élève à 1,2 million de francs, puis 1,3, et la SARL Les Gémeaux obtient une participation financière du ministère de l'Information de 700 000 francs le 15 octobre et le Crédit National accorde un prêt de 500 000 francs le 9 novembre 1943. L'autorisation de production est délivrée par le ministère de l'Information le 20 septembre 1943. Pourtant, rien ne se passe en raison de l'impossibilité de se procurer de la pellicule couleur. Ce film serait le 38e produit par la société selon les registres. En effet, la société ne tourne pas que des courts-métrages pour le cinéma, mais travaille également pour la publicité ou encore dans l'insertion d'animations dans des documentaires ou des longs-métrages. Paul Grimaud attend la libération pour reprendre le projet et modifier en profondeur le scénario avec l'aide de son ami Jacques Prévert. Ces deux-là se connaissent par l'intermédiaire de Brunius et de Jean Orange. Ils ont fait partie du groupe Octobre. Grimaud, au fond Jacques et moi nous étions un peu comme des frères qui se choisissent. Et Prévert parle de Grimaud comme d'un presque frère. Le réalisateur se souvient. Après la guerre, j'ai relu Le Petit Soldat de plomb, fait un premier découpage avec des croquis que j'ai montrés à Jacques Prévert. Il m'a fait quelques remarques très intéressantes. Nous avons travaillé ensemble sans jamais écrire de scénario, sans jamais écrire une ligne. Il n'y a jamais eu rien d'écrit sur Le Petit Soldat. C'était simplement des conversations, des croquis que je lui montrais, le plus souvent au fur et à mesure de l'avancement du film. Ils travaillent tous les deux au Petit Soldat soit à l'hôtel de Nice, rue des Beaux-Arts ou Loge Prévert, soit chez Constant, au Flore ou ailleurs. Grimaud, à un moment donné il avait imaginé que le corbeau pouvait apporter une lettre de faire-part. Il avait mis un curé, mais il n'avait pas sa place non plus. C'est bien d'accumuler plein de choses, et puis après d'épurer, d'arriver à l'essence même de ce qu'on raconte. Le court-métrage illustre la haine des deux amis pour la guerre et l'armée. C'est la première véritable incursion de Prévert dans le dessin animé, et c'est la première fois qu'il collabore avec Grimaud. Henri Lacam anime Le Petit Soldat et le Bonhomme de Neige, Jean Vimenet, assisté d'Alberto Ruiz, La Poupée, Georges Juillet le Diable,
Paul Granger les corbeaux et l'orchestre d'animaux mécaniques, Gabriel Aligné la toupie mécanique, la neige et les effets d'eau. Roger Duc l'assiste Grimaud au décor. Le réalisateur salue sa petite équipe, en progrès constant qui a donné le meilleur d'elle-même, sur ce film. En novembre 1986, Paul Grimaud rend hommage à Gabriel Aligné. Gilles Margariti m'avait amené un jour Henri Lacam dans mon petit studio de la rue de Berry où depuis 2 ans j'essayais de faire mes premiers dessins animés. C'était en 1937. Et puis Henri Lacam m'a amené à son tour Gabriel Aligné, Jean Vimenet et Jacques Gadouin. Ça fait près d'un demi-siècle, c'était hier. Un demi-siècle ça peut être très long ou très bref. Ça dépend de quel côté on regarde, s'il est à venir ou s'il est passé. C'était le début de la grande aventure. Toutes les expériences, les espoirs, les moments difficiles et les jours fastes, et l'amitié. Gabi a participé à tous mes films. Il n'est pas seulement animateur, il est indispensable, absolument. Il peut donner une vie particulière à n'importe quoi. Regardez la toupie du petit soldat, et vous comprendrez ce que je veux dire. Il ne triche pas, il est fidèle à l'amitié et reste inébranlablement fidèle à ce qu'il y a de plus beau dans notre métier. Et puis il sait aussi raconter de merveilleuses histoires, mais ceci en est une autre. Mais à part les animateurs dont parle Grimaud, comment est composée l'équipe des Gémeaux à cette époque ? Les données sont rares mais aux archives de Paris est conservé un document qui recense tous les salariés ressortissants du dessin animé, en vue d'une convocation vraisemblablement datée de 1946. Nous découvrons pour la première fois des noms totalement inconnus, car les génériques des Gémeaux sont relativement succincts et exclusivement masculins. Il n'y a que le nom des animateurs qui apparaît. Et surtout l'équipe se compose alors d'au moins 38 membres. L'organisation est déjà hiérarchisée. Outre le gérant, Sarru et le directeur artistique, Grimaud tel que cela a été défini le 16 décembre 1943, on compte 4 premiers animateurs, 2 deuxièmes animateurs, 4 animateurs adjoints dont une femme Micheline d'Ambreville pour laquelle je n', et aucune information, à moins que cette personne soit plutôt coloriste, un directeur de production, une secrétaire de production, un décorateur, 2 opérateurs, un chef exécutant et 20 intervallistes et coloristes, dont au moins 12 femmes généralement chargées de l'ancrage et du gouachage. SARL Les Gémeaux, 112 bis rue Cardinet, 17e. Responsable, gérant André Sarru, 8 square du Grésivaudan, 17e. Directeur artistique Paul Grimaud, 9 avenue de la Sœur Rosalie, 13e. La presse se fait l'écho du défi technique exigé par un simple court-métrage. Travail gigantesque dont ces quelques chiffres donneront une idée. La réalisation du Petit Soldat, dessin animé de 320 mètres dont la projection dure 12 minutes, a demandé 54 000 heures de travail. 30 dessinateurs ont exécuté sur calque 31 000 dessins. Ils ont utilisé pour ce travail un rouleau de papier calque, large de 32 cm et long de 12 km. Ils ont consommé 600 mètres de mine et 10 kg de gomme. L'animation et les celluloses du court-métrage sont terminées 112 bis rue Cardinet à Paris. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.